Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. Mhm. Aujourd'hui, Ah, on se penche sur une décision oui. qui a secoué le monde de l'information. Mhm. Meta, Mhm. la société mère de Facebook, Ouais, Instagram et WhatsApp, tout à fait. abandonne son programme de vérification des faits aux États-Unis. On va décortiquer cette décision et ses implications, Bien sûr. non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour nous ici au Canada et pour nos amis européens. Est-ce la fin du fact-checking tel qu'on le connaît? Quelles sont les alternatives? Et surtout, quel impact cela aura-t-il sur la propagation de la désinformation en ligne? Accrochez-vous, Oui. on plonge dans la vif du sujet. Meta justifie sa décision Oui? en évoquant un biais politique et une perte de confiance envers les fact-checkers. Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, affirme vouloir restaurer la liberté d'expression sur ses plateformes, une décision qui a évidemment suscité de vives réactions, Oui. et on va essayer de démêler tout ça ensemble. D'accord. Alors, Meta se retire de ce rôle de juge de la vérité. Hmm. Mais concrètement, Oui. comment vont-ils gérer la désinformation sans la vérification des faits? Oh. On ne peut pas imaginer qu'ils vont laisser les fausses nouvelles se propager Non. sans aucun contrôle. Meta prévoit de remplacer les fact-checkers par un système de notes, de contexte rédigés par des utilisateurs volontaires. Un système assez similaire à celui qu'on retrouve sur X, D'accord. anciennement Twitter, Oui. avec les community notes. L'idée est de miser sur l'intelligence collective Oui. pour débusquer les informations erronées. Miser sur la sagesse des foules, c'est audacieux. Ah, Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul. Le fact-checking, c'est un concept relativement récent. oui, n'est-ce pas? Tout à fait. Il a émergé au début des années 2000, OK. notamment aux États-Unis, Ouais. avec l'essor d'Internet. Hmm. Les médias ont voulu, à l'époque, responsabiliser davantage les personnalités publiques, Oui. surtout les politiciens, Mm. sur leurs déclarations. Et puis après l'élection de Donald Trump en 2016, Oui. et le Briggs, on a vu une véritable explosion du fact-checking. C'est vrai. Les réseaux sociaux étaient pointés du doigt Exactement. pour avoir laissé la désinformation se propager. C'est à ce moment-là que les géants du web comme Meta ont commencé à financer les programmes de vérification des faits. Non. Exactement. Et ces financements sont devenus vitaux pour de nombreux médias en difficulté. On peut citer l'exemple de Check Your Facts aux États-Unis, Oui. qui dépend fortement de l'argent de Meta. L'agence France Presse, OK. qui collabore avec plus de 80 médias dans le cadre du programme mondial de Meta, Mhm. est d'ailleurs en train d'évaluer l'impact de cette décision. Ailleurs dans le monde, l'inquiétude est palpable, Oui. notamment en Afrique, où des organisations comme Africa Check et Data Check, Mhm. qui luttent contre la désinformation, sont largement financées par Meta. Mm. Dans certaines régions, Mm. la désinformation peut avoir des conséquences dramatiques. Mettant des vies en danger. Donc la décision de Meta a un impact financier majeur Ah oui? pour ces organisations. Mais pour nous, les utilisateurs, Oui. quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on risque de se noyer dans un océan de fausses nouvelles? Aux États-Unis, où le programme de vérification des faits est déjà terminé, il y a une crainte réelle de voir la désinformation augmenter sur les plateformes de Meta. Au Canada, Oui. même si la décision n'est pas encore appliquée, Oui. les experts craignent un laisser-aller total. D'accord. D'autant plus que les médias d'information sont déjà bannis des plateformes de Meta. Et en Europe. Mm. La situation est sans doute différente avec la législation plus stricte sur la protection des données, Oui. notamment avec le Digital Services Act, Mhm. le DSA. Pour l'instant, Yeah. Meta assure que le programme de vérification des faits sera maintenu en Europe. OK. Clara Chapaz, Oui. la ministre française chargée du numérique, a d'ailleurs rappelé que le DSA serait appliqué rigoureusement. D'accord. Meta aurait quand même soumis une analyse des risques à la Commission européenne concernant la fin potentielle de son programme. Donc l'avenir du fact-checking en Europe reste incertain. Donc l'Europe résiste pour le moment. Mais cette décision de Meta soulève de nombreuses questions. Est-ce la fin du fact-checking, tel qu'on le connaît? Les réseaux sociaux vont-ils devenir des terrains de jeu pour la désinformation? Il est difficile de répondre avec certitude. Oui. Certains, comme Maria Ressa, lauréate du prix Nobel de la paix, Oui. craignent un monde sans fait, Oui. où les mensonges et la peur se propagent sans contrôle. Une vision assez pessimiste, il faut le dire. Oui, c'est une vision assez sombre de l'avenir. Mais est-ce qu'il n'y a pas des voies plus optimistes? Est-ce que certains voient dans cette décision une opportunité de repenser le fact-checking, Oui. de le rendre plus indépendant, plus efficace?
Absolument. Certains experts, comme Laurent Bigeot, voient la fin du programme de Meta comme la fin d'une situation anormale, où les plateformes utilisaient le fact-checking pour se donner bonne conscience, tout en contribuant à la propagation de la désinformation. Selon lui, les plateformes ont tout intérêt à maximiser l'engagement des utilisateurs. D'accord. Et la désinformation. Malheureusement, ça attire l'attention. Le fact-checking servait donc un peu de cache-misère. Donc pour certains, la fin du programme de Meta pourrait être un mal pour un bien. Une occasion de repenser le fact-checking, de le libérer de l'influence des géants du web. C'est intéressant comme perspective. Oui. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des exemples concrets de médias qui ont choisi de se passer du financement de Meta pour leur fact-checking? Oui, absolument. Le quotidien français, Libération, par exemple, a mis fin à son partenariat avec Meta en 2021. Cédric Mathiot, responsable de leur section, Check News, estime que les contrats avec Meta peuvent être une béquille économique, mais qu'ils empêchent le fact-checking de se renouveler. D'être plus ambitieux. Selon lui, sans Meta, le fact-checking pourrait se concentrer sur des enquêtes plus approfondies et aborder un éventail de sujets plus large. C'est une approche intéressante. Au lieu de se contenter de vérifier des déclarations ponctuelles, on pourrait imaginer des enquêtes plus fouillées sur des phénomènes de désinformation plus complexes. Exactement. Et ça permettrait aussi de diversifier les sources de financement, de ne pas dépendre d'un seul acteur comme Meta. Donc on voit qu'il y a plusieurs écoles de pensée sur l'avenir du fact-checking. Certains sont pessimistes, d'autres plus optimistes. Mais une chose est sûre, la décision de Meta a rebattu les cartes. Et d'ailleurs, comment les autres plateformes de réseaux sociaux ont-elles réagi à cette décision? Est-ce que certaines envisagent de suivre l'exemple de Meta? X, anciennement Twitter, a salué la décision de Meta. Elon Musk, le propriétaire de X, l'a même qualifié de cool. Linda Yaccarino, la directrice générale de X, s'attend à ce que d'autres plateformes emboîtent le pas. On dirait qu'il y a une tendance à l'alignement sur les politiques de modération de X, qui sont connues pour être moins strictes. Est-ce qu'on se dirige vers un Internet où la désinformation règne en maître? Pas nécessairement. Il y a des experts, comme Russ Burley, du Centre de résilience de l'information, qui s'inquiètent de cette tendance et des risques accrus de désinformation. Mais d'autres pensent que cela pourrait forcer les plateformes à trouver de nouvelles solutions, plus innovantes et plus efficaces pour lutter contre la désinformation. C'est vrai. On peut espérer que cette situation va pousser les plateformes à innover, à trouver des solutions plus efficaces que le simple fact-checking. Mais bon, il est encore trop tôt pour le dire. Absolument. On est à un moment charnière. L'avenir du fact-checking et plus largement de la lutte contre la désinformation est en train de se jouer. Et c'est un enjeu crucial pour nos démocraties. Merci beaucoup pour ces explications. On va continuer à explorer cette question dans la suite de notre discussion. Avec plaisir. Et justement, on a beaucoup parlé de l'impact potentiel de la décision de Meta sur la propagation de la désinformation. Mais il y a aussi un autre aspect important à prendre en compte, l'impact sur le travail des journalistes et des équipes de fact-checking. C'est vrai, vous avez mentionné tout à l'heure que certains journalistes ont été victimes d'intimidation et de menaces pour avoir vérifié des informations. Est-ce que cette situation risque de s'aggraver avec la fin du programme de Meta? C'est une crainte partagée par de nombreux observateurs. Reporters sans frontières, par exemple, s'inquiètent de ce qu'ils appellent une fuite en avant anti-journalistique. Ils craignent que la décision de Meta n'encourage la propagation de la désinformation et ne mette en danger les journalistes qui tentent de la combattre. On pourrait assister à une augmentation des attaques du harcèlement en ligne, voire même des violences physiques contre les journalistes. C'est d'une perspective inquiétante. Et comment expliquer cette hostilité croissante envers les journalistes et les fact-checkers? Il y a plusieurs facteurs en jeu. D'une part, il y a une méfiance croissante envers les médias traditionnels, accusés de partialité et de manipulation. Cette méfiance est alimentée par certains discours politiques et par la prolifération de médias alternatifs, qui propagent souvent de la désinformation. D'autre part, il y a une certaine confusion sur le rôle du fact-checking. Certains le perçoivent comme une forme de censure, une tentative de museler les opinions dissidentes. C'est intéressant. Donc le problème ne vient pas seulement de la désinformation elle-même, mais aussi de la manière dont elle est perçue et instrumentalisée par certains acteurs. Exactement. Il est important de rappeler que le fact-checking n'a pas pour but de censurer des opinions, mais de vérifier des faits.
Son objectif est d'apporter de la clarté et de la précision dans un espace informationnel de plus en plus pollué par la désinformation. Et comment peut-on lutter contre cette perception négative du fact-checking? Comment convaincre les gens qu'il s'agit d'un outil indispensable pour une information fiable et de qualité? Il faut travailler sur plusieurs fronts. D'abord, il faut sensibiliser le public à l'importance de la vérification des faits et aux méthodes utilisées par les fact-checkers. Il faut expliquer que le fact-checking repose sur des principes de transparence, de rigueur et d'impartialité. Ensuite, il faut encourager les médias à adopter des pratiques de fact-checking plus systématiques et à les intégrer dans leur processus éditorial. Enfin, il faut soutenir les organisations de fact-checking indépendantes et leur donner les moyens de mener à bien leur mission. Donc il s'agit d'un travail de longue haleine qui implique l'ensemble des acteurs de l'écosystème informationnel. Les médias, les plateformes, les institutions et bien sûr les citoyens. Tout à fait. La lutte contre la désinformation est un défi collectif qui exige une mobilisation de tous. Et pour revenir à la décision de Meta, est-ce qu'on peut dire qu'elle représente un coup dur pour cette lutte collective contre la désinformation? Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude. Mais il est clair que la décision de Meta soulève des questions importantes sur la responsabilité des plateformes dans la lutte contre la désinformation. Justement, parlons un peu de cette responsabilité. Est-ce que Meta a une obligation morale de lutter contre la désinformation sur ces plateformes? C'est un débat complexe. D'un côté, on peut dire que Meta a une responsabilité sociale en tant que plateforme qui héberge des millions d'utilisateurs et qui joue un rôle important dans la circulation de l'information. D'un autre côté, on peut argumenter que Meta n'est pas un média traditionnel et qu'elle ne devrait pas être tenue responsable du contenu publié par ses utilisateurs. C'est vrai. C'est un débat qui oppose souvent les partisans d'une régulation plus stricte des plateformes et ceux qui défendent la liberté d'expression et la neutralité des plateformes. Exactement. Et ce débat est au cœur des discussions sur l'avenir de la régulation des plateformes numériques, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et dans le reste du monde. Et justement, quelles sont les pistes de solutions pour concilier ces deux impératifs, la lutte contre la désinformation et la protection de la liberté d'expression? Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a plusieurs pistes à explorer. Par exemple, on pourrait encourager le développement de solutions technologiques qui permettent de détecter et de signaler la désinformation sans pour autant supprimer des contenus. On pourrait aussi travailler sur l'éducation aux médias et à l'information pour donner aux citoyens les outils nécessaires pour décrypter l'information et développer leur esprit critique. Donc il s'agit de trouver un équilibre entre la responsabilité des plateformes, la liberté d'expression et l'empowerment des citoyens. Exactement. C'est un défi complexe mais crucial pour l'avenir de nos démocraties. En effet, cette décision nous amène à nous interroger sur notre propre rôle dans cet environnement numérique en constante évolution. Face à ce flot d'informations, comment pouvons-nous, en tant que citoyens, nous assurer de ne pas contribuer à la propagation de la désinformation? C'est une excellente question. Il est plus que jamais crucial de développer notre esprit critique, de vérifier les sources d'informations et de ne pas partager aveuglément tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Prendre quelques secondes pour réfléchir avant de partager, c'est déjà un grand pas. Tout à fait, on ne peut plus se contenter de consommer passivement l'information. Il faut être proactif, questionner ce qu'on lit, croiser les sources et surtout ne pas hésiter à signaler les contenus qui nous paraissent suspects. Exactement. Et si vous avez un doute sur la véracité d'une information, n'hésitez pas à consulter des sites de fact-checking reconnus. Il existe de nombreuses ressources disponibles en ligne pour vous aider à démêler le vrai du faux. Absolument. Et n'oublions pas que la lutte contre la désinformation, c'est aussi un combat pour la défense de la vérité et de la démocratie. Si on laisse la désinformation envahir l'espace public, c'est nos institutions et nos valeurs qui sont menacées. Tout à fait, la désinformation peut avoir un impact réel sur nos décisions, sur nos opinions et sur notre manière de vivre ensemble. C'est pourquoi il est important de ne pas la prendre à la légère. Alors, pour résumer la décision de Meta de mettre fin à son programme de vérification des faits aux États-Unis marque un tournant majeur dans l'histoire des réseaux sociaux. Elle soulève des questions fondamentales sur la liberté d'expression, la responsabilité des plateformes et l'avenir de l'information à l'ère numérique. C'est exact. Il est difficile de prédire avec certitude quelles seront les conséquences à long terme de cette décision. Mais une chose est sûre, elle nous oblige à réfléchir à notre relation avec l'information, à développer notre esprit critique et à nous engager activement dans la construction d'un espace numérique plus responsable et plus démocratique. Et pour conclure, je voudrais dire que cette décision de Meta, même si elle est préoccupante, peut aussi être l'occasion d'une crise de conscience collective. C'est le moment de nous interroger sur nos propres pratiques en ligne, de développer notre sens critique et de contribuer à la création d'un environnement numérique plus sain et plus respectueux de la vérité.
Je suis tout à fait d'accord, l'avenir de l'information est entre nos mains. Merci beaucoup pour votre participation à cette discussion. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur les enjeux liés à la décision de Meta. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner au podcast de Philippe sur YouTube pour plus de discussions sur l'actualité. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.